Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est toujours le mercredi 21 août. Il est bientôt 22h, 21h50, un truc comme ça. On se retrouve pour un petit récit. Conter les gens du Jura, toujours de Patricia Gaillard. Et si vous vous rappelez, on était... On était... Je crois qu'on était là, mais bon. Je ne comprends pas, bref. I don't know. Donc on était vers Blétran, mais je ne me rappelle pas vous avoir vu ça, moi. Oh, quelle petite fofolle. Pas vu ça. Ça ne me dit rien. Elle ne me dit absolument rien. J'aurais dû noter les pages, j'ai pas noté, vous voyez. Bref. Bref. Alors, je vais vous lire un récit qui s'appelle Lumi. Mais non, il y a la croix. J'ai déjà lu ça, c'est sûr. Oh, bah dis donc, t'es dangereux. Oui, la toute première, c'est sûr, je vous l'ai jamais lu celle-là. Alors. Je vais dire quand même, ça se passe. Alors, je vous dirai pas parce qu'ils me le disent pas. On va savoir au fur et à mesure de la lecture. Il faut que tu le crois, comme ça au moins là, les prochaines, on fait pas de chichi. J'ai pas de stylo à portée de main, bien entendu. Je me désespère. Bref, c'est pas grave, je le ferai après. C'est parti. L'offrande de Gargantua est celle du diable. Gargantuesque, gauloiserie. Savez-vous que le géant Gargantua et notre vieuvre ont bien failli se rencontrer? Près de Cognac, dans le canton de Clairvaux. C'est pas très loin de chez moi, Clairvaux-les-Lacs. Imaginez un peu. Rien ne s'est passé pourtant, car la vieuvre, avec son troisième œil, celui de la connaissance, l'avait vu s'approcher de la fontaine. Oh, elle n'avait pas peur. Pas elle. Que craindrait-elle donc? Même morte, on l'a toujours revue. C'est une éternelle, mais elle fuit les hommes. Et même si celui-ci n'est pas ordinaire par sa taille, il n'inspirait pas confiance non plus. Elle s'était retirée, sauvage, silencieuse, prudente. Cachée, elle avait assisté, surprise quand même, à la goulée impressionnante que ce grand gars avait aspirée et qui avait fait sacrément baisser
le Douvrenant. Il avait même laissé sur la roche qu'il avait séparée pour boire la trace bien nette de ses 5 doigts. Cette pierre s'appelle maintenant la roche de Gargantua. Et les empreintes y sont toujours. La Viouvre a regagné ses eaux tranquillement après le départ du colosse. La configuration des lieux avait bien un peu changé, mais elle n'était pas contre. Les êtres de ce monde ne sont pas comme nous, accrochés à des routines. Je vais vous parler un peu de ce Gargantua. Il n'est pas né de la plume de maître François Rabelais. Docteur en médecine, auteur au vert langage, saboteur de bienséance, même s'il nous donna, dans une œuvre inoubliable, la vision unique qu'il avait de ce géant et de son entourage. Certains peut-être se fâcheront d'entendre cela, mais il faut bien parfois trancher entre deux sources pour faire couler celle qui nous va le mieux. En vérité, Gargantua est né, comme plusieurs de sa fratrie mythique, de quelques bouches inspirées qui accoucha de lui au temps de notre mythologie gauloise. Celle-ci devint de sa vie le berceau véritable. Très vite grandi, engraissé et vorace, ce colosse vadrouillait sur les terres qui allaient être à nous. Il ignorait sa force, avalait un lac entier comme une limonade, puis en criait un autre un peu plus loin, dans la même journée, alors que sifflotant, tenant son galoubet des doigts, il faisait un pipi qu'il croyait minuscule. Partout, il laissait les traces profondes de son derrière, de ses pieds, de ses doigts, jusqu'à celles de ses dents, comme si les rochers les plus durs étaient de pâte souple. Poussait-il même d'un doigt une pierre quelconque pour atteindre l'eau d'une source discrète, que le caillou se creusait juste à l'endroit du doigt. Il demeurait creusé et la demeure encore. Et je tiens de source sûre qu'à la fin du jour, tenaillé par des gargouilles intimes et lancinants, il s'accroupit au hasard pendant que le couchant lui faisait roser presque rousse ses fesses démesurées. Le déchet dodu, fumant et odorant de ces boyaux, devenait au moins une plaine bien engraissée, une colline fertile, au plus une nouvelle montagne. Il en fit quelques-unes, la nôtre peut-être de celle-là. Je suis désolée pour tous ceux qui ont pour usage de magnifier les origines, puisque la plus haute mission de l'homme sur la terre est de tout spiritualiser. C'est l'extrêmement qui en a le plus besoin. L'excrément qui en a le plus besoin, disait Salvador Dali. Aucune raison donc de rougir. Pour terminer, on peut dire que Gargantua peaufina de quelques gestes banals et candides la surface même de la création. C'est vous dire si c'est vieux, ce modelage des lieux. Suit-il vraiment la portée de sa mission ? En tout cas, partout en France, on prétend l'avoir vu. Et on peut vous montrer, souvent, gravé de ci, de là, la preuve irréfutable de son passage. Notre Jura a reçu sa visite près de Cognac. Je vous l'ai dit, quant à la ville de Moire en montagne, on prétend qu'elle lui doit son nom. Car, s'arrêtant par là, Gargantua se mit accroupi, comme je vous l'expliquais. Mais la chose fut longue. Ça arrive parfois. Un de ses compagnons, qui attendait plus loin, lui demanda « Que faites-vous donc ?» Notre gras personnage répondit « Mérant !»
c'est à cet endroit-là, fécond, plus qu'aucun autre, qui s'est formé la ville de Moiran. C'est ce qu'on raconte. Peu de régions bénéficient d'une preuve aussi nette de la visite du géant. C'est un garçon, un garnement nommé Gargantua, un galépia, un galopin. Dans le ventre, une gargouillade de Garrigal et Garonne. Car par sa gargouine d'en bas, ce gars grand et gras va nous faire, sous l'œil gourmand des garzottes, une galette galbée, une galante gadou, un guégalet, une galantine. Gageons que ce gâchis donnera du galon à ce gaillard Jura. Même si nous gagnons là, c'est garanti. Une fragrance qui n'est pas de gardenia. Alors, gardenia. Le gari, ça veut dire le gari, le garingal, est une épice indienne prisée au Moyen-Âge. Le garum est une sauce parfumée au reste de poisson. La gargouine est une bouche, la garzole, une sarcelle, canard sauvage. Voilà, je vous dis un peu ce que... Pardonnez-moi, je m'emballe, mais la fréquentation de ces compagnons insolites tourne boule mon langage. Quittons cette joyeuse compagnie pour en trouver une autre qui la vaut. Voilà pour cette petite légende de Gargantua. C'est pas vraiment une légende, c'est plutôt une petite présentation de cet géant qui en gros a chié et ça a fait Moiran en montagne. Voilà, pour résumer le truc. Elle est bonne celle-là. Elle est bien bonne. Donc il dit qu'il y en a qui, elle dit qu'il y en a qui que ça fait bondir. Ça me ferait plutôt rigoler. Hein. Voilà. Je vais vous en lire une autre, bien sûr, parce qu'elle était courte. Je vais juste défaire ça, parce que ça m'énerve en fait de les voir attachés. Alors que je suis sûre qu'ils sont tout frisés en plus. Ouais, grave, t'es sûr. Laissez respirer. Oh là 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 là. Bah non, je vais les rattacher en fait. Hein. Juste un petit peu comme ça là. Hop. Voilà. Je vais aller chercher un stylo et on rattaque une histoire. Allez, on continue. Cette fois, je vais... J'ai mis la croix là, putain, je me suis vu. La légende du sapin. Des sapins dans le Jura, il y en a bien. Sûrement autant que d'hommes. Dans chaque paysage, on ne peut manquer de voir leur silhouette grande ou petite, mais toujours fière, et qui assortit joliment sa pointe à celle des toits de nos villages et à celle des bonnets discrets de nos youtons. Youton, c'est un lutin. Parce que dans le Jura, il y avait du patois aussi. L'hiver les voit fidèles et jamais un sapin, à moins d'être trépassé, ne se verra tout nu, son squelette de bois, en ombre chinoise, dans la brume d'aurore. Même dans le plus rude de l'hiver, il nous tient compagnie, avec son vêtement foncé, parfumé de résine, et ses pommes allongées, qui font sous la rosée givrée de belles pendeloques. Il est temps d'ici, ce sapin, qu'on en parfume une limonade artisanale surprenante, qu'on en fait un bouchon à ses essences et que les abeilles nous y fabriquent un miel dont l'ambre d'or profond est à nul autre pareil. Donc en fait, il faut savoir que le miel de sapin, c'est pas vraiment du miel de sapin. Je fais une petite
un petit bémol là, parce que c'est pas ça. Hein. En fait, donc certaines années, parce que c'est pas toutes les années, ça fait plusieurs années d'ailleurs que c'est pas. Donc si vous trouvez du miel de sapin, je suis pas sûre. De cette année, c'est pas, non. Et de l'année dernière non plus, et de l'année d'avant non plus. Non, non. Donc en fait, le miel de sapin, à une certaine période de l'année, vous allez... il y a des pucerons qui vont venir sur le sapin. Et en fait, l'abeille, elle vient bouffer, oui, elle vient bouffer la merde, en fait, du puceron. Et ensuite, elle retourne à sa petite ruchette. Et paf, elle vous fait du miel de sapin. Donc en fait, on appelle ça le miel de sapin. Mais en fait, miel de merde de puceron de sapin. Voilà, petit aparté. Je continue sur ça. Un bon appétit. Voilà, voilà. Mais c'est très bon à la santé. Dit-elle. T'as nul l'autre pareil. Et jusque dans les moindres objets de la vie de chaque jour, on rend hommage à ces pommes de sapin, aux tuilettes d'écorce rangées, comme sur un toit. Couvercles de théière, poignées de tiroirs, de coffres de boîtes pendant l'horloge, pieds de lampe, heurtoir, et j'en passe bien 1000 autres tout aussi jolies. Il y a même près de chez moi un pont très petit qui a ses rambardes de fer décorés, deux d'un bout à deux de l'autre, de pommes de pin, grosses comme un poing de bûcheron, et qui ont pris avec l'âge une belle patine rousse. Le petit matin hivernal au soleil blanc d'opale leur fait un léger voile de gel scintillant. Le sapin est ici dans toute poésie. C'est un compagnon de nos vies. Il est dans ce pays peut-être, encore plus chez lui que nous. Dans la forêt de l'Ajoux, on ne sait pas très loin, et on y est. Ah non, c'est pas ça que je vous ai filmé. Mais Mijou, l'Ajoux, on passe par l'Ajoux, on monte à Mijou. C'est où on était là, à peu près, par là-bas. Voilà. Il y en a de si vieux, si larges, si hauts, qu'on les élit présidents. De quoi? Allez savoir. Certainement pas de la République. Et c'est là grand dommage. Car celui qui saurait converser avec tous ces vieux sages saurait un tas de choses qui nous instruiraient bien. Mais ce sont encore là des paroles de raconteuse. Venons-en donc à cette légende qui nous dit que ce sapin, béni toutefois, serait un don du diable. Partout, celui-là, toujours. Et oui, imaginez le Jura avant les arbres. Difficile, hein, je sais bien, mais essayez. Imaginez le Jura nu. Ou presque, quelques buissons épineux, des fourrés de branchelettes de toutes sortes, couraient bien sur le sol, mais de grands et beaux fûts, aucun. Au 36e sous-sol, le diable demeurait dans son antre infernal, bien éloigné de Dieu qui, lui, se trouvait mieux dans les azurs célestes. Sous la croûte épaisse, tourmentée, argileuse, rocailleuse de notre terre, le diable se sentait bien caché pour vaquer tranquillement à toutes ses affaires de cuisine. Chaudron immense de fonte lourde en cuisait pour tomber les peaux, les chairs, les viscères des damnés, devenus inutiles. Des hachoirs géants où l'on broyait leur os. Ces charpentes blanches qui ne tenaient plus rien. Des champs entiers de pointes brillantes où l'on jetait les cœurs afin de les percer. Ils s'y enfonçaient mal, étant bien souvent durs.
On les tapait alors avec de larges cuillères en bois, au cas où. Et enfin, pour finir, l'embrochement des âmes. Enfilées les unes après les autres en colliers de malheur, pour s'en aller griller quelques siècles durant sous les flots orangés des cratères souterrains de leur bouilli-bouillon mijotant. C'est à cet endroit-là, de loin son préféré, que le diable, vautré dans un large fauteuil de cuir noir, se relaxait devant son concert favori. Les grésillements chantants des âmes perdues. Enfin se relaxait. C'était mal dire, car cet ange déchu, à qui peu tiennent tête, avait orgie oblige. Une tripotée d'enfants de tous les âges. Et la marmaille nombreuse, qu'elle soit humaine ou non, ça vous fait du vacarme. On connaît tous bien cela. Satan, dans son fauteuil, se plaignait à ses femmes de leurs rejetons bruyants. Mais comme ils avaient choisi ces créatures bien conformes à ses goûts, elles étaient belles, perverses, très mauvaises mères et lamentables épouses. Elles lancèrent juste en cœur ces quelques mots. M'en débarrasser, mais bien sûr, se dit-il, après tout, je n'ai pas de conscience paternelle. Il ne manquerait plus que cela. Comme il avait pour eux un semblant d'affection, nul n'est parfait. Au lieu de les tuer, c'était plus simple, il les envoya là, ici, chez nous, sur cette terre jurassique, nouvellement plissée. Il les emmena tous un matin à l'aurore en ligne derrière lui. De loin, on aurait dit le début du petit pousset. Le père qui abandonne fut de là inventé. Ils arrivèrent dans une grotte éloignée des fournaises, où un mince boyau large d'un bras et long comme un jour sans pain montait jusqu'ici bas, si je puis dire. Il les y engouffra sans devoir insister. Les jeunes, les nôtres sont bien pareils, sont friands d'aventure. Puis il se frotta les mains et redescendit bien vite à sa contemplation, pendant que le troupeau de ses descendants prenait leurs quartiers ici. D'abord intimidés par ce monde nouveau et éblouis par la clarté, ils demeurèrent groupés pour avoir du courage. Le journée se passait à découvrir les lieux. C'était très rigolo. Et ce ciel lumineux, ce paysage ouvert, ces sources, ces roches, ces mousses, c'était quand même plus riche qu'un paysage d'enfer. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais la nuit, habitués qu'ils étaient à des berceaux couverts où leur mère indigne les attachait le soir pour rejoindre en des lieux que nous verrons plus loin, des sabbats de toutes sortes extrêmement indécents, ils se cherchaient des cachettes rassurantes, la douce et basse frondaison des buissons, puisqu'il n'y avait que ça pour abriter un peu leur somme et leur frilosité. Et oui, faisait finalement un toit, disons correct, ils s'en arrangèrent donc. Mais c'était sans compter avec les animaux dévoreurs de verdure
et très vite les abris furent grignotés. De plus, Avril, comme c'est son habitude, déversa 15 jours d'une pluie continuelle, si bien que les marmots étaient malades, affreux. La morve leur coulait en rivière misérable jusqu'au cou. Par le petit boyau, ils glissèrent un par un pour aller dire à leur père « Ce Jura ne vaut rien !» Pendant qu'en son fauteuil, Satan réfléchissait, les mères qui connaissaient très bien toutes les plantes à poison savaient quand même encore les vertus du bouillon blanc et de la feuille de fraise. En 2 ou 3 jours à peine, les petits furent guéris et leur père motivé pour son désir de tranquillité solitaire et artistique. Eh oui, avait trouvé l'idée géniale qu'il lui fallait. Il créa les arbres, chênes, hêtres et tous ces grands feuillus qui abritent finalement les grosses têtes, les toutes petites et même les esprits variés. Ils abriteraient bien sa marmaille grouillante. En effet, ils les abritèrent bien. Chacun trouva à faire son logis dans les racines dures, dans des trous, des troncs creux, dans les ramures touffues où les vents de la nuit chantaient, des airs lugubres qui les berçaient et si délicieusement. Ils étaient là, tranquilles, en compagnie des chouettes, des chauves-souris, des rats, ce qui leur allait très bien. Octobre arriva, avec ses teintes d'or, de feu, de sang. Ces couleurs leur étaient familières et leur rappelaient leur enfance d'en bas. Mais les brumes matinales devinrent rudement frisquettes. Et novembre sortit d'un seul coup de son sac gris, comme il le fait souvent, une bise sifflante et même de légères gelées. En quelques jours, les feuilles se virent décrocher, ramollies, brunes, puis pourries sur un sol dur. Les arbres se trouvèrent nus. Les diablotins, si joliment rouges de nature, étaient devenus roses de froid avec leurs fesses rondes. On les aurait presque dit des anges. Décembre s'amena avec sa botte en bois. Mes amis, quel hiver il y a eu cette année-là! C'est sûrement à cette époque que ceux du côté de Mout, dans un département voisin, ont découvert qu'ils habitaient presque en Russie. Tant il arrive d'y faire froid. Ça, c'est la petite Russie du... Par le petit boyau, ils glissèrent un par un pour aller dire à leur père « Ce Jura ne vaut rien !» Les mères firent un effort, consolèrent leurs gamins, les frictionnèrent, même avec de la goutte. Volé à un certain père Belon, qui en buvait assez pour ne plus avoir compté ses flacons rangés. Jusqu'à ce que leur peau eût totalement repris ce rouge luisant, grillant, méchant de leur naissance, pendant que leur père créait dans ses méninges l'abri indiscutable. N'oublions pas qu'il est tout de même un ancien de là-haut et se souvient très bien des cours de création où d'ailleurs il n'était jamais. Derrière, loin de là. Si je développe un peu sur le personnage, c'est pour vous le rendre familier, car c'est bien le moins de vous le présenter dans cette histoire. Vu qu'on le retrouvera bien souvent dans d'autres qui suivront. On m'a d'ailleurs murmuré à l'oreille que c'est bien de toutes les contrées de France, dans les croyances d'ici,
qu'il est le plus présent. Revenons à notre diable et à sa réflexion. Il composa un arbre large du bas et fin du haut, avec des branches un peu tombantes où rouleraient sans problème toutes les perles de pluie, des feuilles longues mais étroites, un peu comme des aiguilles épaisses et sombres qui ne tomberaient pas, même au gros des froidures, et qui, l'une près de l'autre, comme un tissu serré, garderaient le sol très au sec en dessous, dans une tiède obscurité. Il était satisfait et fier de sa trouvaille. Il en planta partout d'un claquement sec de ses doigts rouges et enfumés. Il poussa même le zèle jusqu'à accompagner dans le boyau étroit de sa marmaille vers nos terres pour admirer le fruit de sa pensée. Ce nouveau paysage qui formait les sapins, puisqu'il s'agit bien d'eux, vous vous en êtes douté. On aurait dit des milliers de longs bonnets verts et pointus de magiciens. Ça donnait de l'allure à ce Jura pierreux. Et les vents, de toutes parts, musiciens archaïques, y chantaient gravement. Le diable était content de lui et s'admira longtemps. Puis il s'en retourna, craignant notre climat et surtout pressé de rejoindre une tranquillité qui, cette fois-ci, lui paraissait pouvoir être définitive. L'éternité n'étant pas que d'en haut, maintenant vous le savez. Il sauta dans le boyau, rentrant un peu son ventre, qui n'était pas bien gros, et enfin convaincu de sa paix, il s'agit en extase et attissa le feu sous les âmes du bout de sa fourche pointue. Il ne les revit plus. En effet, le sapin tenant fort bien son rôle devint pour leur jeune vie un abri convenable. Ils grandirent bien vite et l'on dit que partout ils s'installèrent comme chez eux. Le climat, à force, a usé le rouge de leur peau. On les dirait des nôtres et d'ailleurs ils le sont. C'est ce qui explique sûrement certains caractères enflammés, épineux, échauffés, qu'on trouve même par ici. Enfin, le diable, dont la progéniture ne s'arrêta pas à cela, resta fidèle, une fois n'est pas coutume, à cette attitude prise d'envoyer ses petits sur terre au fur et à mesure qu'il lui mettait son silence chéri en péril. Allez savoir s'il n'en envoie pas encore. Bien sûr, c'est une histoire qui ne vaut que le poids d'un rêve, pas plus, mais pas moins. Elle nous invente d'où vient le sapin et pourquoi il y a chez nous quelques maussades et quelques malgracieux, puisque c'est ainsi que le langage imaginé est indulgent d'ici comme les caractères difficiles. Ce que nous a conté cette histoire de sapin, la science à sa manière, nous l'expliquerait bien, mais en nous, berçant moins. Voilà. Pour cette petite légende, j'espère que ça vous aura plu. Et puis que, voilà. Surtout que ça vous a plu, c'est surtout ça. Ouais. Je dis pas que ça peut pas, je sais pas si ça peut vous inspirer. En tout cas, voilà. Moi, j'aime bien vous faire la petite lecture. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Voilà. Je vais vous dire de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez, bien sûr, de profiter d'eux. De profiter, pour ceux qui sont encore en vacances, de profiter de vos vacances. Et puis, de ne pas faire trop les fous, là, YouTube compagnie, j'ai envie de vous dire. Allez, ciao, ciao!